Bonjour à tous, je suis Jennifer Telep et je suis aussi ce qu'on appelle une transfuge de classe. Ça veut dire que je suis passée d'un milieu, en tout cas transfuge de classe ascendante, je suis passée d'un milieu populaire à un milieu plus privilégié. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans une famille plutôt de classe populaire et dans un quartier aussi qu'on appelle Cité en France. Et je suis passée ensuite à une grande école, Sciences Po Paris, et à des opportunités professionnelles quand même plutôt élitistes. Donc j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, au cabinet du Premier ministre, en tant que conseillère discours pour un ministre. J'ai aussi travaillé dans le secteur du conseil et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans une entreprise qui est l'école d'expression, un organisme de formation qui forme les ambitieux à mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Donc je partage cette trajectoire d'ascension sociale parce que c'est le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est la partie 2 de mon témoignage d'ascension sociale, de transfuge de classe. Et dans la première vidéo, j'ai partagé des éléments sur les souffrances de l'ascension sociale. Et dans celle-ci, j'avais plutôt envie de vous parler des joies, des plaisirs, de ce qu'on peut apprendre sur ce chemin. Peut-être que ça va en inspirer certains, en motiver, d'autres se reconnaîtront ou pas dans mon parcours. Et le but, c'est surtout, encore une fois, de motiver les élèves de l'école d'expression. Parce qu'à l'école d'expression, ce qu'on fait, c'est quand même d'aider des personnes qui aujourd'hui n'occupent pas la place qu'elles veulent dans la société à l'occuper. À cause des difficultés d'expression, ces personnes ne sont pas assez écoutées, ne sont pas assez entendues, ne sont pas assez légitimes, considérées comme légitimes, c'est triste, mais c'est le jeu social. Et le but de l'école d'expression, c'est de leur donner des ressources pour qu'elles puissent prendre leur juste place et être reconnues à leur juste valeur. Et c'est un chemin qui est difficile parce que ça demande une grande transformation de soi, mais ça apporte aussi beaucoup de joie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 joies principales que j'ai traversées et que je traverse toujours en tant que transfuge de classe. Avant ça, je vais quand même repartager des éléments rapidement sur mon parcours que j'ai déjà donné, mais je vais partager certains détails pour que ce soit clair pour vous qui je suis, que si vous le voulez, vous n'ayez pas regardé l'autre vidéo, vu que je vous trouve très intéressante, et vous êtes beaucoup aussi à l'avoir partagée. Donc je précise aussi que ce sont des vidéos format très libre, pas trop structuré, donc forcément je suis moins synthétique que d'habitude parce qu'il y a une certaine authenticité. Je laisse aussi plus parler mes émotions. Donc voilà, si vous voulez un truc structuré, carré de 10 minutes, regardez pas, partez maintenant, il n'y a pas de souci. Préservez votre temps, parce que je sais que j'ai vu des commentaires, des gens qui disaient c'est trop long, etc. Faites votre vie les gars. Voilà, donc c'est dit. Donc mon parcours, j'ai grandi donc en France, en banlieue parisienne, dans une cité du Val-de-Marne. Et je suis née en France, à Paris, bon, 20e, mais bon, voilà, je vis toujours dans l'Est parisien, je n'ai pas trop bougé. Bref, mais en tout cas, j'ai grandi dans une famille monoparentale, c'est-à-dire que j'ai été élevée par ma mère et on est d'origine camerounaise, Bassa. Donc les vrais connaissent. Donc ceux qui disent «Ah, je croyais que tu étais guadeloupéenne et tout», c'est juste que vous ne connaissez pas parce que Telep, ça veut dire debout en Bassa. Voilà. C'est pas grave, c'est pas censé connaître toutes les pays d'Afrique, et du Cameroun, voilà. Donc ça c'est pour mon parcours et pourquoi je le précise parce que sous ma précédente vidéo, il y avait eu quelques questions sur l'origine sociale de mes parents. Donc j'ai précisé. Donc ma mère vient plutôt d'un milieu très modeste, même au Cameroun. Donc parfois on peut être d'un milieu modeste en France, mais pas dans son pays d'origine. Et ma mère, en termes d'études, elle est allée jusqu'au brevet. Elle est cuisinière, maintenant elle est à la retraite. Et elle a été jusqu'au CAP, enfin elle a fait le CAP cuisine en France. Après, elle n'a pas pu faire d'études supérieures, malheureusement pour des raisons familiales. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est plus son histoire que la mienne. Mais voilà, vous pouvez peut-être deviner ou pas. Bon. Et quand même, c'était quelqu'un qui avait une intelligence scolaire, mais qui n'a pas eu la chance en fait d'aller jusqu'où elle voulait dans ses études. En tout cas, c'est comme ça que je me le formule. Et clairement, elle avait une intelligence scolaire parce que pendant son CAP, elle avait d'excellentes notes et tout. Et parce qu'en France, le CAP et tout, parce que c'est manuel, c'est mal vu, c'est dommage parce que ce sont des belles filières. Voilà. J'ai été élevée par ma mère, cela veut dire que je n'ai pas été élevée par mon père. Donc mon père, lui, vient d'un milieu social plus favorisé, mais je n'ai eu ni
l'éducation ni l'argent de ce milieu social. Donc malheureusement, ça ne m'a pas trop aidé. Vous pourrez peut-être penser que c'est les gènes. Donc c'était pour clarifier cet aspect-là. Un autre élément à clarifier, c'est par rapport à mes études. De la 5e à la terminale, j'ai été dans le privé. Je n'ai pas été dans le privé à Paris, au collège et au lycée. J'ai été dans le privé dans le Val-de-Marne. Je ne vais pas donner le nom non plus du lycée, mais bon, si vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver, parce que je suis un peu fichée partout maintenant. Je n'ai plus de vie privée. Bon, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Et il y avait des interrogations comme quoi, en gros, parce que j'ai fait le privé, finalement, je n'étais pas d'un milieu si précaire que ça. Je n'ai pas dit que j'étais pauvre, j'ai dit milieu populaire. Je ne vais pas non plus donner des chiffres, mais en tout cas, dites-vous que pour toutes les aides sociales, on était au top. Voilà. Boursière, j'étais au max. Voilà, ça vous donne une indication, vous regardez, vous trouverez les infos. En tout cas, par rapport à cet aspect-là, je le mentionne parce que c'est important pour l'école d'expression. C'est que j'ai été éduquée, en fait, avec la valeur éducation au centre de notre vie. Cela signifie qu'on investissait pour notre éducation. Ce n'est pas parce qu'on est de classe populaire qu'on ne va pas investir de l'argent. Donc quand je vois effectivement des personnes qui ne peuvent pas investir 199 € dans une formation alors qu'elles vivent seules parfois, bon, je ne connais pas les finances des gens, mais et vous trouvez que c'est cher, par exemple, un programme à 1000 €, effectivement, on n'est pas fait du même bois. Quand j'ai préparé le concours de Sciences Po Paris, j'ai payé une prépa. On a payé pendant plusieurs années le collège et le lycée. Donc, l'éducation, ça se paye. Si ça ne se paye pas, c'est que c'est public. Voilà. Donc, dans ce cas, aller vers des dispositifs publics, Pôle emploi et tout. Hein. Mais l'éducation, ça se paye. Et ça ne se paye pas qu'en argent, ça se paye aussi en temps et en énergie. Et ça, c'est un élément important parce que je l'ai bien vu dans les commentaires que ça avait étonné. Et ça montre bien que dans beaucoup de classes populaires, il y a un état d'esprit qui n'est pas bon et qui ne permet pas l'ascension sociale. C'est qu'on ne comprend pas qu'il faut investir pour s'élever. Parce que si vous n'investissez pas, vous allez rester au même niveau. Donc ça, c'est un élément quand même important qui me semble important, voilà, qui me semblait important de préciser. Et la dernière précision par rapport à la précédente vidéo, comme ça vous comprenez vraiment qui je suis et sur qui vous tombez. Et ça pose aussi certaines valeurs de l'école d'expression. C'est la question de souffrance. Le terme est un peu fort, mais il est clair pour moi. Je pense que certains l'ont compris comme une détresse psychologique. Non, c'est juste que quand vous voulez passer d'une classe populaire à des fonctions que même des gens de la classe moyenne ou des gens de classe bourgeoise n'ont pas forcément accès, forcément, en fait, que vous faites un exploit. Vous croyez que c'est tous les enfants privilégiés qui ont la chance de travailler à l'Assemblée nationale, qui ont la chance d'écrire des discours pour un ministre? Non, ça s'appelle voilà, c'est une performance sociale. Donc forcément, quand vous avez un tel écart entre où vous êtes et où vous voulez aller, ça demande des efforts. Et la souffrance, ça désignait la pénibilité pour accomplir ces efforts-là. Ça demande énormément d'énergie, de temps, d'investissement. Et à l'école d'expression aussi, c'est vrai que pour certains élèves, ils ont des objectifs d'expression très élevés et eux, ils sont là. Et nous, on peut les accompagner sur le chemin. Mais c'est un chemin qui peut être pénible. On essaye de le rendre le plus agréable possible, on est humain, on est bienveillant, et puis il y a d'autres élèves, on peut être soutenu. Mais donc, le terme de souffrance, il est lié en fait aux efforts à déployer et il faut vraiment vous connaître pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Pour moi, ça vaut clairement le coup et je vais vous expliquer dès maintenant pourquoi avec les 5 joies que j'en retire, mais c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Voilà, donc j'espère que le cadre est posé, tout est clair. Je commence avec la première joie de mon ascension sociale. Je précise que c'est mon témoignage, c'est pas en général l'ascension sociale procure ses joies. Donc la première joie, et j'ai pas créé une école pour rien, hein, c'est le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre et le plaisir de s'éduquer. C'est clairement la première joie prioritaire. Ah oui, parce que en fait, l'ascension sociale, c'est quoi finalement? On évolue dans un milieu qui a ses codes, qui a son langage, qui a ses références. Donc moi, c'était la banlieue parisienne des cités. Et en changeant de classe sociale, on accède à un autre milieu avec ses codes, de nouvelles références. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. On est forcé d'apprendre de nouvelles choses qui sortent de notre ordinaire pour pouvoir accéder à un autre milieu. Et ce chemin, pour moi, je le trouve passionnant. Je le trouve passionnant et ce que j'ai pu apprendre, c'est notamment des savoirs culturels, des savoirs de culture générale,
des connaissances historiques, littéraires, philosophiques. Moi, j'aime beaucoup les sciences humaines, hein, vous ne l'auriez pas compris. J'ai étudié les sciences politiques aussi, c'était passionnant, j'ai adoré mes études. Et c'est presque même mon goût, en fait, pour ces savoirs-là qui ont accéléré mon ascension sociale, en fait, parce que j'aimais ce que j'apprenais et apprendre ça me permettait de m'élever parce que ça me permettait d'avoir de meilleures notes, ça me permettait d'avoir une expression qui correspond au code de ces milieux-là. Donc cela a créé un cercle vertueux en fait. Et je vois en revanche des élèves de l'école d'expression qui n'ont pas ce cercle vertueux parce que finalement au quotidien ils aiment bien parler un langage très familier, parler avec leurs potes dans ce langage-là et quand ils s'expriment autrement ils ont l'impression de trahir leur groupe d'origine. Je n'ai pas eu ce problème-là personnellement, tant mieux, c'est une souffrance de moi. Je ne l'ai pas eu. Voilà. Désolé. Je, franchement, j'ai évolué en même temps que mon ascension, mais le cœur de ma personnalité, le cœur de mon expression, enfin, je pense que rares sont les personnes qui ont pu me connaître avant et se disent, en me regardant aujourd'hui, Jennifer, elle a changé, elle se prend pour qui? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a cette posture-là, qui a cette personnalité, cette capacité à défendre ses idées, ce côté poli, calme, qui est aussi recherché dans certaines classes sociales plus bourgeoises, pour les femmes notamment, pour des raisons plus ou moins sympathiques. J'ai toujours eu ça, hein, et j'ai toujours eu aussi ce petit côté, je peux m'affirmer. Après, ça se voyait plus rarement, maintenant ça se voit beaucoup plus. Donc c'est vraiment la première joie, c'est d'apprendre en fait, de s'ouvrir à un nouveau milieu pour apprendre. Ça c'est merveilleux. La deuxième joie, c'est que ça donne un sens à sa vie. Alors attention, on va dire que ça donne plutôt une motivation, une trajectoire. Et je vous parle de ça parce que je me rends compte que j'ai toujours été très motivée dans ma vie, que j'ai toujours eu des motifs, des désirs qui me mettaient en action et qui donnaient du sens à mes actions au quotidien. C'est ma personnalité et mon ascension sociale a nourri en fait cette dynamique. Le désavantage, c'est que ça me fait toujours bosser, donc il faut que j'apprenne à tempérer tout cela. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'il n'y a jamais un moment où je me dis mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, quoi? J'ai des choses à accomplir. Donc là, on est vraiment dans un sens de la vie très matériel, hein. C'est une vision limitée de l'être humain, mais on ne peut pas parler de tous les plans ici. Et en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une période dans laquelle énormément de personnes se questionnent sur leur vie professionnelle, sont en souffrance, se demandent, elles se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour pouvoir payer leur loyer et se posent la question du sens de tout cela. Et moi, je ne me suis pas posé la question du sens de tout cela en fait. Je me souviens très bien à l'école. À l'école, quand j'étais au collège, je trouve que j'avais un jugement très dur des mauvais élèves. Mais c'est parce que j'avais une pensée d'adulte en fait. D'ailleurs, il faudrait que je prenne du recul en me demandant comment ça se fait que j'ai eu cette maturité aussitôt. Mais moi, je travaillais à l'école parce que je voulais un bon métier plus tard en fait. Et je voyais ces jeunes qui faisaient n'importe quoi, mais je me disais, ils sont fous ces gens. Ils vont finir comment? Ils vont finir en tôle, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vraiment, enfant, t'es pas censé penser ainsi. Mais c'est pour ça que j'étais motivée à l'école parce que je voulais une bonne vie, je voulais un métier, une stabilité, voilà, vraiment des pensées d'adulte, quoi, que t'es pas censé avoir quand t'as 13 ans. Mais je les avais très clairement. Voilà, même aujourd'hui encore, ma vie professionnelle, elle me permet de faire plein de choses, elle me permet aussi d'essayer d'avoir une vie confortable qui me permette de m'épanouir aussi. Et finalement, la quête d'ascension sociale, c'est la quête d'une meilleure vie, d'une vie meilleure. Et cette dynamique-là, elle est nourrissante aussi. Et je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins, elle est plus ou moins critiquable, mais elle est schématique et intéressante. Et le besoin le plus haut d'après Maslow, c'est le besoin d'accomplissement, le besoin de se réaliser. Franchement, l'ascension sociale remplit énormément ce besoin-là. En tout cas, pour moi, encore une fois, je ne fais pas une généralité pour tous les transfuges ascendants. Parce qu'il y a des gens qui sont transfuges descendants et par exemple passent de bourgeois à cuisinier, de bourgeois à jardinier, quoi. Donc là, c'est encore un autre cas. Pour ma part, je trouve vraiment, enfin si, ça peut être aussi un accomplissement, mais je trouve vraiment que je vois par rapport à d'autres gens que
ce rapport en fait à cette dynamique de croissance. En fait, finalement, c'est une dynamique de croissance et je pense que c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. C'est que ma vie, elle est mue par ce moteur et ce dynamisme de croissance. Encore une fois, ça peut être un piège quand on veut toujours plus, mais je pense que ce piège, j'arrive à le maîtriser. J'espère que ce n'est pas une illusion. Voilà, chacun ses axes de travail. Voilà pour la deuxième joie. Je passe directement à la troisième, c'est la confiance en soi. Pour moi. Pour moi. Alors, il y a la confiance en soi, elle est à distinguer de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités à accomplir quelque chose. L'estime, en revanche, c'est plutôt la valeur que l'on s'accorde. Par rapport aux transfuges de classe, les problèmes d'estime sont quand même les plus importants. J'ai eu de la chance, et j'en ai parlé dans la première vidéo, de très tôt distinguer ma valeur sociale de ma valeur personnelle. Ça ne veut pas dire que cette distinction elle est parfaite, elle est étanche, mais je dirais que je suis plutôt dans le spectre de l'estime de soi plutôt correcte par rapport à d'autres gens. Voilà. J'ai d'autres problèmes, mais celui-là, j'ai la chance de ne pas l'avoir. Et la confiance, pour le coup, j'ai quand même une grande confiance en moi. Franchement, parfois, je me dis que je suis une machine. Hein. Et je pense notamment au concours de Sciences Po, en fait, de se dire que... parce qu'à l'époque, il y avait un concours à Sciences Po, un concours avec des épreuves écrites, culture générale, etc. Je crois que le taux de réussite des élèves de Sciences Po, je crois que c'était 4%, un truc comme ça. Et il n'y avait pas des milliers d'élèves, je crois qu'il y avait 300, 400. Donc en fait, quand tu fais les comptes, 4 x 4, 16... Ah ok d'accord, donc on n'était pas beaucoup. Les enfants d'ouvriers, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, le taux de réussite des enfants d'ouvriers au concours. C'est vraiment un concours de production sociale, voilà, des classes moyennes, des fils de profs et des bourgeois. Quand j'y étais allée, quand je préparais le concours, je pensais que j'avais mes chances. Parce que je connaissais mes qualités, je me disais j'ai une intelligence scolaire, je sais bosser, j'ai mes chances. Je vois les épreuves et tout, ce sont des dissertations, il y a une épreuve d'anglais, une épreuve de culture G, j'ai mes chances. Et waouh, ça demande de l'audace, quoi. La gamine de 15 ans qui prend cette décision toute seule, personne m'a dit toc toc, est-ce que ça t'intéresse le concours de Sciences Po? Personne, aucun prof n'est venu me dire t'es sûr que tu veux pas faire ça? C'est moi en fait qui ai vu, qui ai développé ce désir-là, qui a décidé, qui a choisi ma prépa, j'ai demandé à ma mère de payer et je me dis waouh, mais quelle audace! Et finalement, en fait, cette audace première, peut-être que si j'avais pas réussi le concours, ma confiance en soi aurait été, le niveau de confiance en soi aurait été différent, je pense. Mais je l'ai réussi, voilà. Donc je pense que c'était vraiment le premier baptême du feu. Et j'ai quand même toujours eu un certain orgueil. Donc les vices aussi aident à avancer dans sa vie. Hein. On n'avance pas que parce que tout est rose et qu'on est parfait. Donc j'ai à la fois une grande humilité et un grand orgueil. C'est-à-dire que j'ai une haute opinion de moi, je sais que je peux faire énormément de choses, j'ai beaucoup d'intelligence. Mais je sais aussi quand je fais je vais être mal poli, de la merde. Donc c'est ma chaîne YouTube, donc je peux dire ce que je veux. Je sais quand je fais de la merde, je connais mes lacunes. Voilà, c'est juste que quand je m'expose, je vais déployer plutôt mes talents. Et j'ai cet art aussi du positionnement, c'est que je travaille, je choisis des filières et tout qui me mettent en avant. Donc, il y a des gens qui ne savent pas faire ça malheureusement. Donc, la confiance en soi, je l'ai énormément développée, déjà avec ce premier choix de foi finalement, de se dire je choisis cette voie et je vais y aller, je vais y arriver. Et en fait, après, on continue. Et l'entrepreneuriat, enfin moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais zéro filet financier. J'ai pas eu le chômage. Autant vous dire que je viens d'une famille populaire, donc personne ne m'a aidé financièrement. J'y suis allée quoi. Et j'en parlais hier avec une fille, et elle était impressionnée. Parce qu'il y a plein de gens, ils se lancent pas parce qu'ils ont peur de manquer de sous. Moi, j'avais peur de manquer de sous, mais je me suis quand même lancée. Et je m'en sors là. Et je me dis, ouais, non, franchement, ça a développé ma confiance en soi, ma détermination. C'est bon, quoi. J'ai pas le temps des gens qui tergiversent. Moi, je veux y aller. Vous voyez, ça m'a vraiment développé une grande capacité à me mouvoir dans la vie, à choisir mes objectifs. Et je vois bien, en fait, beaucoup de gens qui souffrent dans leur orientation, ils savent pas quoi faire et tout. Franchement, moi, ces compétences, je les ai développées et je pense vraiment que ces compétences de positionnement dans la vie, mon parcours de transfuge m'a aidé à les développer. Tout le monde ne va pas le faire, mais moi, je ne sais pas pourquoi, je les ai développées, ces compétences-là. Elles sont vraiment des compétences de vie. Ce sont des choses pour moi qu'on n'apprend pas à l'école.
et qu'on peut plutôt apprendre avec du coaching, vous voyez, du coaching, du développement personnel, parfois du développement spirituel dans certains groupes religieux. Par exemple, dans le christianisme, il y a des stages de discernement. Je ne connais pas bien l'islam sur ce point-là, ou voilà, le bouddhisme, je ne sais pas trop. Donc, vous pouvez regarder si vous avez une religion. Mais c'est une compétence humaine, et franchement, je l'ai développée. Et je vois bien aujourd'hui que ça me sert et que ça me réduit certaines souffrances, et donc ça, c'est une énorme joie. La joie numéro 4, elle est liée à la précédente, c'est l'indépendance et la débrouillardise. Donc c'est clairement une conséquence. En fait, quand on est transfuge, on a des objectifs élevés, mais on comprend qu'on n'a pas beaucoup. Donc on ne va pas attendre d'avoir beaucoup pour atteindre nos objectifs parce qu'on n'aura jamais beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prépare le concours de Sciences Po, il y a une prépa qui coûte 2 000 €, je n'ai pas l'argent. Donc je vais me débrouiller avec la prépa publique qui coûte quelques centaines d'euros. Mais même publique, elle était payante, hein. Elle était payante quand même, donc voilà. Ben oui, je vais faire ça. Et donc, il faut apprendre à faire plus, beaucoup, à optimiser le peu de ressources qu'on a et compenser par le temps et l'énergie. Et c'est un principe dont je parle beaucoup ici sur YouTube aux futurs élèves de l'école d'expression, parce que si vous n'avez pas ce principe et que vous manquez d'argent pour vous former, vous n'allez jamais progresser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est factuel en fait. C'est factuel. Parce que ce qui va vous faire progresser, ce sont des pédagogies qui ont été créées par des profs. Ces profs travaillent, donc il faut rémunérer ce travail-là. Si vous n'avez pas l'argent de les rémunérer, soit vous êtes dans un État comme la France, il y a des dispositifs publics. Est-ce que vous faites l'effort d'aller chercher ces dispositifs publics? Donc il faut investir du temps et de l'énergie pour le public. Il faut parfois remplir des formulaires, c'est un peu galère, hein. Si vous avez la phobie administrative, c'est compliqué. Ou alors l'argent. Voilà, le privé, c'est plus rapide parfois. Donc de l'argent. Donc, par exemple, l'école d'expression, c'est une école privée. Et c'est un sujet extrêmement important, en fait, d'avoir l'état d'esprit d'indépendance et de se dire je vais choisir les moyens qui sont à ma disposition pour avancer sur ma trajectoire et vers mes objectifs, et la débrouillardise. Et en fait, aujourd'hui, moi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était de la débrouillardise, en fait. Et clairement que ces qualités de débrouillardise m'ont aidé dans l'entrepreneuriat, c'est d'une évidence. Et encore, moi, je pense encore à des gens qui ont vécu des situations plus catastrophiques que les miennes. Je sais pas, tu as vécu dans la rue, je te dis pas le niveau de débrouillardise que tu dois avoir. Quand tu vois des gens en fait qui n'osent pas faire certaines choses, ah j'ai peur de manquer de ceci, cela, alors que les gens ont tout, ils peuvent demander de l'aide. Là tu te dis, wow, on n'est pas du même monde, on n'est pas de la même planète là. Mais chacun ses problèmes, encore une fois, c'est pas pour juger. C'est juste que le cerveau, le système nerveux, il se forge aussi en fonction des expériences, hein. Donc, c'est pas pour dire ils sont nuls, ce sont des assistés. Moi, je suis pas du tout dans ce vocabulaire-là. C'est tout simplement l'expérience, notre rapport à la vie qui est forgé aussi par notre environnement, notre conditionnement, quoi. Donc, quand tu es conditionné à te débrouiller, forcément, tu vas être plus débrouillard, quoi. Parce que sinon, tu coules. Tu n'as pas trop le choix. Voilà. Ou tu restes là où tu es, et moi, c'est pas ce que je voulais. Et la 5e joie, là, plutôt différente de ce que j'ai abordé, c'est de devenir un peu un caméléon social. Alors, caméléon social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a grandi dans un certain milieu avec ses codes et on évolue aujourd'hui dans un autre milieu avec ses codes. Ça ne va pas être le cas de tous les transfuges, mais on peut développer la capacité à évoluer dans tous les milieux. Et là où beaucoup de personnes en fait qui sont transfuges ont l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, encore une fois, je suis vulgaire, voilà. Parce qu'elles n'appartiennent ni à un milieu ni à l'autre, moi je dis qu'en fait on est des caméléons, on peut aller partout. Et voilà, c'est pas grave. Par exemple, quand le caméléon il va sur un mur et qu'il prend la couleur du mur, enfin je sais pas s'il peut faire ça un caméléon. En tout cas, le principe du caméléon, c'est qu'il se fond dans son environnement. Il n'est pas comme l'environnement, mais il se fond quand même. Et il peut s'intégrer à cet environnement sans être comme l'environnement. Et en fait, c'est ça l'art du transfuge. Et je pense qu'au-delà, c'est un art humain. C'est apprendre à être à l'aise dans un groupe sans forcément avoir une identification parfaite à ce groupe. Et on est dans une période qui est très difficile. Voilà, la vidéo est lancée depuis longtemps. Donc je vais parler un tout petit peu de politique, mais en France, voilà, il y a eu des élections, certains courants politiques qui montent,
Et on voit très bien qu'il y a une partie de la population qui en a marre de la différence parce qu'elle trouve que ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Je ne suis pas là pour juger, dire si c'est bien ou mal, mais c'est juste pour dire que en tant qu'être humain, ça n'est clairement pas évident de vivre ensemble quand on est différent. Et parfois, on se dit, ça serait plus simple si on était tous pareils, si on avait tous la même culture et tout, on aurait moins de problèmes. Et je pense que l'art d'être humain, c'est aussi l'art d'apprendre à gérer les différences. Après, voilà, ne voyez pas ça comme une critique de quel camp politique ou quoi. Vous serez bien étonné de ce que je pense, vraiment. Vous ne me connaissez pas du tout parce que je ne parle pas de ça sur YouTube. Voilà. Donc, les débats politiques, on va éviter en commentaire, mais c'est juste pour dire que c'est un sujet vraiment actuel. Et en tant que transfuge de classe, donc là on parle d'aspect social, on ne parle pas d'aspect religieux ou ethnique ou autre, on parle d'aspect de social, d'environnement. Donc on peut avoir des noirs pauvres, des noirs riches, des arabes pauvres, des arabes riches, des musulmans pauvres, des musulmans riches. Donc là on parle plutôt de codes sociaux, de niveau de classe sociale. Et en tant que transfuge de classe, on peut avoir ce super pouvoir d'évoluer dans différents milieux et de pouvoir y évoluer en étant à l'aise si on comprend que pour être à l'aise avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'être comme lui. Voilà. Et on peut maîtriser suffisamment des codes des deux milieux pour y accéder déjà. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, certains milieux, ils n'y entrent pas. Enfin, des bourgeois qui entrent dans une cité, ils vont avoir des palpitations. Ils vont pas se sentir en sécurité d'ailleurs ou autre. Moi, je rentre dans ma cité, c'est bon, on s'en fout. Tu vois, il y a les petits, enfin, c'est bon, je suis chez moi. Je suis chez moi et si les gens ne considèrent pas que je suis chez moi, je m'en fous en fait. Et pareil, voilà, je veux dire, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'ai fait mes études dans le 7e arrondissement de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Et je suis chez moi, les gens ne considèrent pas que je suis chez moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis chez moi partout. En fait, c'est ça, c'est de se dire, sortir des appartenances sociales figées, de se dire je suis de banlieusard, de cité, je suis fier, je suis, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour Sciences Po, je suis une intellectuelle, je suis fier, non, je suis un être humain et en tant qu'être humain, j'évolue dans différents milieux et je rencontre plusieurs types de personnes et au-delà, en fait, voilà, je ne me suridentifie pas à ces identités-là parce que finalement, tout ça est très aléatoire, ça change, et on est beaucoup plus que ça. Voilà. Et je pense que le transfuge de classe, il peut permettre de sortir de cette suridentification à la classe, de se dire c'est ton identité, ça, ceci, c'est ton identité, cela. Et en tout cas, moi je trouve que c'est une joie en fait, parce que je vois que beaucoup de gens se sentent limités par cela. Moi j'ai rencontré par exemple des bourgeois qui avaient de l'héritage, diplômés d'HEC, de grandes écoles, et qui n'osaient pas se reconvertir parce qu'ils avaient peur du regard des autres, parce que la bourgeoisie, ça peut être compliqué, il y a un statut à tenir et tout. Donc quand toi, tu veux te reconvertir dans un truc de saltimbanque, ton entourage, il n'est pas très content, quoi. Ton entourage, il a l'impression que tu salis un peu le nom de la famille. Donc c'est compliqué aussi, il faut avoir une certaine indépendance, une certaine capacité à se dire, ben, je peux, en étant moi, avec mon nom, je peux me mouvoir partout. Et il y a certaines personnes qui sont prisonnières de leur milieu, qui ne peuvent pas jouer le caméléon social. Et donc je trouve qu'en étant transfuge de classe en plus ascendante, le nom de Télép, il ne veut rien dire, enfin il veut dire debout. Mais sinon pour les gens, ça ne veut pas dire que je dois être ceci ou cela, donc j'ai une liberté et je peux faire ce que je veux. Et donc c'est cette liberté sociale, voilà, que j'expérimente de plus en plus, qui est une liberté, et je vois que les gens, ils ne l'ont pas en fait, ils ne l'ont pas. Alors après, elle est limitée à l'espace quand même citadin. Voilà, on va pas se mentir, elle est limitée à l'espace citadin tout simplement parce que c'est ce que j'ai connu. Je connais pas assez, et c'est dommage dans les réalités rurales françaises, mais dans le cadre de l'école d'expression, j'espère qu'on pourra avoir plus tard, dans je sais pas combien d'années, donc soyez pas pressés, hein, une implantation peut-être un peu plus locale en France, et que dans ce cadre-là, on pourra aussi aider des personnes à mieux s'exprimer dans ces cadres-là. Peut-être qu'il y a déjà en fait aussi des ruraux qui nous suivent à l'école d'expression, je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est le cas. Mais c'est vrai que bien souvent, on peut être limité à une vision citadine de son pays, hein, que ce soit la France ou un autre pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord. Voilà pour les 5 joies. J'espère que cette partie de mon récit, de mon témoignage, c'est la partie 2, il y en aura d'autres, vous a plu. Donc c'est une autre teneur, une autre tonalité, un peu plus joyeuse, en lien avec ma personnalité. Voilà. Je pense que vous avez compris un peu le personnage que je suis. C'est quand même toujours caricaturé quand on fait des vidéos comme ça, mais quand même.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!